Aujourd'hui à l'émission, nous explorons le thème de la reconnaissance en compagnie de Michel Seymour. Michel Seymour est professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Depuis plusieurs années, il s'intéresse à la question de l'identité du Québec, du nationalisme, du langage et il s'intéresse aussi à la question des droits collectifs dans les États multinationaux. Michel Seymour est avec nous aujourd'hui pour parler de ses deux derniers livres, De la tolérance à la reconnaissance, une théorie libérale des droits collectifs, publié en 2008 aux éditions Boréal, et aussi un livre qu'il a dirigé cette année aux éditions Québec-Amérique, La reconnaissance dans tous ses états, repenser les politiques de pluralisme culturel. Monsieur Seymour, bonjour. Bonjour. Monsieur Seymour, si on commençait avec votre monographie De la tolérance à la reconnaissance, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre livre? C'est la volonté ferme et farouche de défendre l'idée que les peuples, et non seulement les personnes, peuvent être des sujets de droit. L'individualisme qui règne un peu partout, en Amérique du Nord, mais pas seulement là, a quelque chose de choquant pour ce qui est des collectivités. Elle n'entre pas aisément dans le paysage politique. Les États répugnent à reconnaître les minorités nationales, les peuples autochtones, les minorités linguistiques, et il faut se battre auprès, en tout cas, des philosophes pour défendre leur cause. Votre livre, c'est quand même pas un petit plaidoyer. Vous avez voulu faire une théorie générale sur les droits collectifs? Je traîne cette idée depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors, c'est un peu une obsession qui a fini par devenir de plus en plus importante et accaparante. Et j'ai rassemblé un certain nombre de mes réflexions des dernières 15-20 années sur le sujet. Alors, ça fait une grosse brique. Puis quand on commence, j'imagine que vous avez eu de la difficulté à vous arrêter. Il devait toujours avoir plus de travail. Ben oui, c'est ça. On pense que même c'était la première partie d'un deuxième ouvrage, parce que j'ai dû amputer la deuxième partie. Ça devenait trop gros dans la première partie. Alors, imaginez de quoi ça aurait eu l'air si j'avais préservé la deuxième partie. Il y a quelque chose de significatif dans le titre de votre livre qui s'intitule « De la tolérance à la reconnaissance ». Est-ce que ça suppose qu'il y a une insuffisance dans la tolérance? Non, c'est plutôt que le principe de tolérance pensé comme respect. On peut entendre la tolérance dans le sens simplement d'un modus vivendi. On trouve le moyen de vivre côte à côte en se tolérant l'un l'autre sans plus. Le concept, en fait, ça existe, ce concept-là, mais le concept que j'utilise dans le livre, c'est le concept de tolérance-respect. Alors, c'est plus que de la simple tolérance, c'est une façon de prendre acte de la différence de l'autre et puis de s'en accommoder. J'emploie un terme là, qui est très connoté. Donc, c'est de la tolérance-respect. Et de cela, on peut développer une théorie générale de la reconnaissance parce qu'on peut reconnaître autant les personnes que les peuples, autant sur le point de vue culturel que sur le plan socio-économique, et autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, autant pour les majorités que pour les minorités. Et tous ces aspects forment ce que j'appelle la reconnaissance. Donc, c'est une philosophie qui est fondée sur un principe, le principe de tolérance-respect, à partir de quoi on peut développer une théorie globale de la reconnaissance. Monsieur Seymour, pour vous, le principe de reconnaissance, est-ce qu'il est encore plus pertinent dans un contexte d'État multinational? Je pense que oui. Il faut dire que les débats autour de la reconnaissance, qui sont un peu liés aux débats autour des théories du pluralisme culturel, du multiculturalisme ou de l'interculturalisme, ont été accaparés pour l'essentiel à notre époque par des questions liées à l'immigration, aux minorités historiques, qui ne sont plus des minorités issues de l'immigration parce qu'elles sont là depuis longtemps, mais qui vivent d'une certaine façon parfois en ghetto, parfois en marge, parfois de toute façon en communauté dans des quartiers. Alors, ces groupes-là ont attiré l'attention des théoriciens, des penseurs et des politiciens. Comment tenir compte des minorités historiques et des minorités issues de l'immigration, de la différence culturelle d'une manière générale, des gays, des lesbiennes, des femmes, des personnes handicapées. Et il y a la différence prend plusieurs formes. On est préoccupé par toutes ces questions-là. Mais les penseurs de la reconnaissance, et en particulier ici, je songe à Charles Taylor, parlaient de la diversité profonde. Et par là, ils entendaient la diversité nationale à l'intérieur d'un seul et même État.
Et là, je pense qu'il y a un enjeu majeur qui ne doit pas être escamoté, et c'est celui-là, en fait, qui retient davantage mon attention. Comment reconnaître la différence des peuples différents sur un seul et même territoire? Donc, comment les États multinationaux peuvent-ils être possibles? À quelles conditions on peut prétendre qu'un État multinational pourra être viable? À mon avis, c'est seulement s'il reconnaît les droits collectifs des peuples qui le constituent. Alors, à notre époque, quand il est question de peuple, les gens pensent tout de suite aux peuples autochtones. C'est très important. Ils ont été tellement longtemps ignorés. C'est très important qu'on leur accorde une très grande place. Mais il y a d'autres peuples que les peuples autochtones, d'autres minorités nationales que les peuples autochtones. Et j'ai aussi à cœur, bien sûr, parce que je suis québécois et je fais partie du peuple québécois dans l'État canadien, de défendre la cause des minorités nationales qui sont des nations minoritaires autres que les peuples autochtones. Dans votre livre, vous faites un genre d'historique du principe de reconnaissance. Vous faites remonter l'idée de reconnaissance à Hegel. Oui, je ne suis pas original en cette matière, puisque autant Axel Honneth, qui est le penseur de la reconnaissance le plus important peut-être, aux yeux de certains, il a remplacé Jürgen Habermas dans sa chaire à Francfort, et il a écrit en 1992 un ouvrage sur les luttes de la reconnaissance, et bien une partie consacrée à Hegel. Charles Taylor, dans son article célèbre de 1992, c'est curieux, c'est paru simultanément avec l'ouvrage de Honneth, est très influencé aussi par Hegel. Il a écrit précédemment un ouvrage sur Hegel. Taylor est très influencé par Hegel, et cette influence-là transparaît dans son texte sur la reconnaissance. Donc, je suis pas très original en faisant remonter ma réflexion à Hegel. Je suis, au fond, le sillon emprunté par les autres. Vous dites aussi que ce qu'il y a d'inspirant, surtout chez Hegel, à propos de la reconnaissance, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Ça ressemble à quoi, cette dialectique? C'est-à-dire, il y a plusieurs réflexions de Hegel sur la thématique de la reconnaissance. Et d'ailleurs, avant le chapitre auquel vous faites allusion, qui fait partie de la phénoménologie de l'esprit, qui est paru en 1807, il y a des écrits antérieurs à ça où le thème de la reconnaissance est encore plus présent. Donc, c'est au fond, il est apparu quand on a réédité à la fin des années 80 les textes de Hegel de jeunesse précédant ceux de la phénoménologie de l'esprit. Il est apparu que la thématique de la reconnaissance était très importante dans la pensée de Hegel. Mais Hegel est surtout reconnu en effet pour son texte célèbre sur la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave veut être reconnu et le maître veut être reconnu aussi. Les deux s'engagent dans une lutte à mort pour la reconnaissance, et il y a une victoire du maître sur l'esclave. L'esclave se trouve à reconnaître le maître, et le maître ne reconnaît pas l'esclave, mais est reconnu par lui, et la reconnaissance est prise dans les mailles d'un rapport de domination. Et ça, c'est un mauvais dénouement à la réalité de la reconnaissance, mais la reconnaissance est toujours une affaire de lutte, et toute reconnaissance réciproque et égalitaire et mutuelle ne peut pas faire autrement qu'être le résultat d'une lutte de ce genre où, au départ, la reconnaissance est inscrite dans des rapports de domination. Donc, ce que vous dites, c'est que la reconnaissance ne correspond pas simplement à la découverte de l'existence de l'autre. Non, c'est pas seulement ça. Alors, il y a toute une littérature sur le sujet. Votre question, au fond, ici, peut être traduite dans les termes suivants. Est-ce que la reconnaissance est une notion épistémologique? Est-ce que c'est une question de connaissance, la reconnaissance? Est-ce que c'est une découverte de l'autre, dites-vous? Non, ce n'est pas cela seulement. C'est aussi pratique, éthique, morale. Et la meilleure façon d'illustrer ça, c'est de prendre la forme qu'il a traduit dans les relations internationales. Lorsqu'un peuple accède à la souveraineté, il ne va le faire, au fond, avec succès, que s'il est reconnu par la communauté internationale. Et la reconnaissance de la communauté internationale n'est alors pas seulement la découverte de ce peuple qui accède à la souveraineté, mais c'est la décision politico-morale et juridique de décider que cet État-là est viable et doit être reconnu et admis.
Donc, il y a un élément décisionnel, il y a un élément pratique, éthique, il y a un élément qui contribue à la constitution de l'identité de la personne ou du groupe reconnu. Quand on accède à la souveraineté, grâce à la reconnaissance d'autrui, ben, il y a une partie de notre identité, à savoir notre identité souveraine, qui est pas simplement notre seule responsabilité, mais elle dépend des autres. Et ça traduit bien à l'échelle collective comment la reconnaissance opère. Et c'est comme ça aussi à l'échelle individuelle. Se faire reconnaître comme citoyen, ça dépend pas seulement de ma décision d'être citoyen. Il faut que les autres me reconnaissent comme citoyen. Mm-hmm. Donc, est-ce que ceux qui sont en faveur de la reconnaissance, M. Seymour, sont automatiquement en faveur du multiculturalisme? Pas nécessairement, c'est une bonne question. Effectivement, tout dépend comment on l'entend, la reconnaissance, parce qu'il peut y avoir la reconnaissance égalitaire. Au fond, un régime de droit et liberté de la personne est une forme de reconnaissance. On respecte tout le monde en donnant à tout le monde le droit à la liberté d'expression, d'association, la liberté civile et politique, la liberté de voter, les libertés civiques et politiques d'une manière générale, en les accordant à tous, on les reconnaît tous. Donc la reconnaissance, on peut être d'accord avec elle, entendu en ce sens général, puisqu'elle est répartie équitablement à tous et c'est une reconnaissance d'égalité entre les citoyens. Mais là où le bas blesse, là où ça devient controversé, et là où les gens peuvent dire « moi j'accepte la reconnaissance égalitaire, mais pas nécessairement toutes les formes de reconnaissance », c'est lorsque la reconnaissance, c'est la reconnaissance de la différence. Les politiques de la reconnaissance sont très souvent, lorsqu'elles sont appréciées dans leur aspect les plus controversés, des politiques de la différence. Doit-on avoir, par exemple, une politique d'embauche qui vise à rétablir un peu la diversité de la société dans un département universitaire, par exemple? Est-ce qu'il y a une politique d'équité qui fait en sorte qu'on va favoriser les candidatures féminines à compétences égales? Cela est une sorte de politique de la différence, où là, on stigmatise positivement un groupe pour essayer de le favoriser au maximum, tout en respectant certaines contraintes importantes par ailleurs. Eh bien, ça, c'est plus controversé. Et alors, il y a bien des gens qui vont dire, oui, d'accord, à la reconnaissance de l'égalité de tous, mais pas à la reconnaissance de la différence. Et les politiques de multiculturalisme, c'est des politiques qui reconnaissent la différence des personnes issues de l'immigration ou des minorités historiques, plutôt que de les traiter de façon qui est colorblind, comme des citoyens à part entière égaux aux autres. On veut les reconnaître dans leurs différences. Et c'est ça qui choque certains esprits républicains. Si on continuait là-dessus, c'est sans doute en lien avec ce que vous dites. Dans vos textes, M. Seymour, vous faites souvent la distinction entre deux types de libéralisme. Vous dites qu'il y a le libéralisme classique et qu'il y a le libéralisme politique. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, on peut dire, alors je vais essayer d'être le plus schématique possible, et puis il y a probablement beaucoup plus que deux sortes de libéralisme, mais on peut adopter la division suivante. Il y a les libéralismes de type individualiste, qui ont une certaine conception de la personne. La personne est antérieure à ses fins, c'est-à-dire la personne n'est pas définie par ses valeurs, ses croyances, ses finalités, ses buts, ses habitudes, ses coutumes, ses traditions. La personne se distingue de tout ça. Elle est autonome par rapport à tout ça. Donc, on va dire, la personne est antérieure à ses fins. Le libéralisme de type classique endosse ça. Et le libéralisme de type classique suppose aussi que les personnes, ce sont les seules sources de réclamation morale valide. Ce sont les seuls sujets de droit possibles. Et troisièmement, l'autonomie, c'est la chose la plus importante de toutes. Alors, quand on pense le libéralisme, on pense à ces trois idées-là. Bien, le libéralisme de type politique, défendu notamment par le philosophe américain John Rawls, se détache de ces trois points de vue-là. Les personnes sont considérées seulement sous l'angle politique d'être des citoyens. Ils peuvent se concevoir comme antérieurs à leurs fins ou ils peuvent se définir par des croyances, des valeurs, des finalités. Peu importe leur façon de se voir eux-mêmes, ils sont des citoyens. Donc, on reste neutre par rapport à cette vision classique de la personne. Et aussi, on dit, les peuples peuvent être autant que les personnes des sources de réclamation morale valides. Et enfin, la valeur fondamentale, c'est celle de la tolérance-respect, c'est pas celle de l'autonomie. Alors donc, on quitte le libéralisme de type individualiste
pour embrasser un libéralisme qui tient compte de tous les agents qui sont présents dans l'espace politique. Il peut y avoir des personnes, mais il peut y avoir des peuples. Alors, ça change toute la perspective parce qu'on n'est plus un individualiste là, quand on endosse l'approche du libéralisme politique. Monsieur Seymour, une des critiques que vous devez entendre souvent à propos de la théorie de la reconnaissance, c'est le risque d'introduire du relativisme juridique dans la société. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de raison qu'on en arrive à ça. Mais en fin de compte, votre question, ce relativisme-là, on peut le penser à l'intérieur de la société, mais on peut le penser à l'échelle internationale, et c'est surtout là qu'il peut apparaître plausible. Comment imposer un seul et même régime de droit pour tous à travers le monde entier? On sent que la tâche est en quelque sorte herculéenne. La globalisation des communications et de la culture, la circulation de l'information nous met plus que jamais en contact avec la diversité irréductible des modes de vie, des conceptions du monde dans toutes les sociétés. Alors, l'idée d'arriver avec un seul et même régime de droit pour tous, ça apparaît comme une tâche herculéenne et impossible. Alors, c'est là qu'il y a un danger de verser dans le relativisme, mais je pense au contraire, comme je viens de le dire, vu que lorsque le libéralisme s'affranchit de la conception, je dirais, occidentale de l'individualisme, pour avoir une approche qui est neutre par rapport à l'individualisme ou le collectivisme, on se donne les moyens d'avoir au moins plus de chances d'appliquer le libéralisme à l'échelle mondiale. Au fond, il y a cet effort-là dans mon livre. Je reconnais qu'il y a des raisons profondes pour remettre en question les valeurs du libéralisme à l'échelle mondiale lorsque le libéralisme, c'est le mode de vie individualiste occidental qui est mis de l'avant. Je reconnais que là, ça peut pas passer, ça peut pas être admis de tous. Mais le libéralisme de Rawls n'a pas cet ancrage individualiste. Il est applicable à des sociétés qui accordent plus d'importance à la collectivité qu'à l'individu. Il est donc applicable à un plus grand éventail de sociétés. Donc, j'y vois, moi, des vertus universelles, et c'est comme ça que j'essaie de me sortir d'un danger de relativisme. Donc, je ne crois pas, mais la question est sérieuse, et on n'y répond pas en 2 phrases comme je viens de le faire. Là. J'ai mis 700 pages, au fond, pour essayer de résoudre ce problème. Mais c'est ça, je crois aux vertus cosmopolitistes du libéralisme dans sa version politique. Monsieur Seymour, si on parlait des limites de la reconnaissance, est-ce qu'il y a des types de culture ou d'identité qui ne peuvent pas être éligibles à la reconnaissance? Si on pense par exemple aux cultures qui infériorisent systématiquement les femmes, est-ce qu'elles peuvent être admises dans l'idée de reconnaissance? Il y a des contraintes à la reconnaissance de la diversité des peuples, tout comme il y a des limites raisonnables à l'égard des libertés individuelles. Au fond, on est habitué d'admettre qu'il y a des limites raisonnables aux libertés individuelles. L'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés autorise que les libertés soient contraintes, limitées raisonnablement. Dans une société libre et démocratique, on peut en accepter des limites. Qu'on pense au droit à la vie, il y a le droit à l'avortement. On réfléchit de plus en plus au droit à l'euthanasie. Bien sûr, on a le droit aussi de se défendre soi-même lorsqu'on est attaqué, et ça peut induire des blessures mortelles. Alors donc, même le droit à la vie peut être limité et contraint par des considérations qui nous amènent à considérer des choses différentes. Alors, de la même manière, pour la reconnaissance des collectivités, ça doit être contraint par les droits et libertés individuelles. Moi, autant je me bats pour défendre les droits collectifs des peuples, autant je me bats pour qu'on respecte l'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs. Les droits collectifs ne doivent pas l'emporter sur les droits individuels, les droits individuels ne doivent pas l'emporter sur les droits collectifs. Il faut rechercher un équilibre. Alors, comment trouve-t-on cet équilibre? On doit trouver cet équilibre dans des formes de reconnaissance pour les peuples et leurs pratiques qui respectent les libertés individuelles, notamment celles des personnes qui sont des femmes. Bien sûr, cette question-là ouvre 30 000 autres questions que nous pourrions aborder là ici, mais je vous donne la trame générale de ma pensée sur le sujet. Les cultures, et là, j'ouvre une parenthèse qui risquerait de nous engouffrer dans d'autres ensembles de considérations, mais je veux juste dire une chose qui est importante.
Quand je reconnais les peuples et leurs droits collectifs, c'est les peuples en tant que structure de culture et non des caractères particuliers de culture. Chaque peuple se définit par une ou des langues, des institutions dans lesquelles cette ou ces langues se trouvent parlées, et une histoire ou un patrimoine historique de ces institutions. Ça, c'est la définition d'un peuple. C'est la structure d'un peuple. Le peuple peut aussi avoir un caractère, des pratiques, des traditions, des coutumes, des rituels, des habitudes, des finalités, des projets. Mais c'est pas en défendant cela qu'on défend les peuples. On défend les structures de peuple. On ne défend pas les caractères de peuple. Alors, si un peuple a une religion, le peuple a des droits collectifs, mais on ne doit pas défendre le caractère particulier que le peuple a au point où on tolérerait, parce que le peuple a des droits collectifs, des comportements qui briment les femmes. Enfin, donc si tous les peuples ont des droits collectifs, c'est en tant que structure de culture et non en tant que caractère de culture. Et si le caractère de culture d'un peuple brime les droits des femmes, eh bien, ce peuple-là perd en quelque sorte sa légitimité. Si on posait la question, peut-être que ça va vous prendre un peu au dépourvu parce que dans votre livre, j'ai cherché, vous n'en parlez pas vraiment, mais est-ce que le multiculturalisme de Pierre Elliott Trudeau respectait les politiques de la reconnaissance, selon vous? Si j'en ai pas beaucoup parlé dans cet ouvrage, c'est qu'effectivement, c'est un ouvrage théorique, mais aussi parce que j'ai déjà écrit sur le sujet plus politiquement dans Le pari de la démesure ou l'intransigeance du Canada face au Québec. Là, ici, j'ai parlé un peu plus dans le détail de la politique canadienne de multiculturalisme. Elle est parfaitement adaptée au Canada. Cette politique de multiculturalisme est juste une politique d'ouverture. On dirait pas que l'immigrant a des obligations réciproques. On n'a pas l'impression qu'il y a une obligation de l'immigrant de s'intégrer. Il y a juste une obligation de l'État de reconnaître la différence, la culture et la langue des personnes issues de l'immigration. Nous, c'est sûr qu'au Québec, ça peut pas fonctionner parce qu'on veut absolument que les immigrants s'intègrent. Et ils ne demandent probablement qu'à s'intégrer, mais c'est important pour nous qu'il y ait un élément de réciprocité. Mais elle est parfaitement adaptée au Canada anglais parce que le Canada anglais, c'est un État souverain. Donc, il a une constitution. Les personnes issues de l'immigration qui veulent être reconnues dans leurs différences doivent respecter la constitution, doivent respecter cet État souverain, doivent prêter serment à cet État souverain, doivent se conformer à la loi canadienne sur la citoyenneté, donc doivent s'intégrer ou bien à la communauté francophone ou bien à la communauté anglophone pour devenir citoyens canadiens. Et la langue anglaise est tellement forte que même pas besoin de l'écrire, de l'indiquer dans une loi, les gens vont s'intégrer à la communauté anglophone par la force socio-économique de cette langue. Donc, le Canada anglais peut se payer une politique qui est juste une politique d'ouverture parce que c'est en arrière-fond qu'on aperçoit l'obligation de réciprocité de l'immigrant. Il doit se conformer à la loi sur la citoyenneté, doit se conformer à la Constitution, doit se prêter serment à l'État, doit s'intégrer socio-économiquement à l'anglais. C'est des pressions inouïes, centripètes, qui parviennent aisément à neutraliser l'effet de centrifuge de la politique de multiculturalisme. Au Québec, où on n'a pas d'État souverain, on n'a pas la langue internationale, on est en situation minoritaire, puis on n'est pas reconnu par le Canada, puis on est face à une politique de multiculturalisme canadien et une loi de la citoyenneté qui permet à des gens issus de l'immigration de s'intégrer autant à la communauté anglophone qu'à la communauté francophone sur le territoire du Québec. Virgule. Dans ce contexte-là, la politique de multiculturalisme est assez odieuse, d'autant plus que, pendant qu'ils reconnaissent les minorités issues de l'immigration, les minorités de langue française et de langue anglaise et les peuples autochtones dans cette constitution, ils ne reconnaissent pas l'existence du peuple québécois. Alors, c'est une pilule très difficile à avaler, la politique canadienne de multiculturalisme. On peut comprendre qu'au Québec, il y ait de fortes réticences critiques à l'égard de cette politique. Ouais, c'est une bonne réponse. Vous semblez assez fier de vous là-dessus. Et si on continuait, je pose une question assez rapide là, mais on sait que ça va vous inspirer beaucoup. La reconnaissance, est-ce qu'elle est possible en dehors d'un régime démocratique? Peut-être que oui, mais moi, du point de vue normatif dans cet ouvrage,
je dis qu'il nous faut reconnaître seulement les peuples qui sont démocratiques. Parce que si on veut reconnaître un peuple, ça veut dire reconnaître ce qu'il réclame. Et reconnaître une reconnaissance, c'est reconnaître quelque chose qui est réclamé par le peuple. Le peuple réclame la reconnaissance, eh bien, on lui donne. Mais pour qu'il la réclame vraiment, il doit la réclamer démocratiquement. On ne doit pas seulement se fier à une élite qui choisit d'interpréter le vœu de la population. Si c'est seulement on est en face d'une élite qui interprète le vœu de la population, on ne sait pas si c'est une réclamation véritable de la population. Alors, dans ce contexte-là, on peut remettre en question l'idée d'avoir à reconnaître le peuple. Mais si le peuple demande à être reconnu et que cela est le dénouement d'un processus démocratique, eh bien là, il y a une obligation de reconnaître le peuple. Qu'est-ce que vous pensez du refus du Canada de signer la Déclaration des droits des Autochtones qui a pourtant été ratifiée par 143 pays à l'ONU dernièrement? Eh bien, je suis heureux que vous souleviez la question parce que on est amené alors à apercevoir l'envers de la générosité apparente du Canada à l'égard du multiculturalisme. Le Canada a toujours été d'une réputation extraordinaire à travers le monde. Et puis, parfois, à raison, attention, il ne faut pas avoir un portrait diabolique du Canada. Il y a eu, et il y a plein de gens au Canada qui manifestent une ouverture extraordinaire à l'égard de la diversité. Et il y a là des gens formidables. En même temps, le Canada, s'il a fait cette politique du multiculturalisme, c'est parce qu'il y a un intérêt à le faire. C'est une population de 32 millions sur un territoire gigantesque. Il y a un intérêt pour faire marcher l'économie à avoir un très grand nombre d'immigrants. Alors, il faut avoir un marketing intelligent pour attirer le plus possible les gens. Et la politique de multiculturalisme, c'est une politique de marketing invitant les immigrants à venir. Parce qu'il est de l'intérêt du Canada à avoir des immigrants. Donc déjà, la politique de multiculturalisme a un envers intéressé, politiquement intéressé de la part du Canada. Eh bien, quand on voit ça, on peut même brosser un portrait un petit peu plus noir encore, parce que cette politique d'ouverture, entre guillemets, qu'est la politique de multiculturalisme, cache une politique de fermeture à l'égard de la diversité profonde, celle des peuples, les peuples autochtones, le peuple québécois et le peuple acadien. On a refusé de demander des excuses officielles au peuple acadien pour la déportation de 1755. On refuse de reconnaître formellement l'existence du peuple québécois dans la Constitution canadienne. Et on refuse de signer la Déclaration sur les peuples autochtones. Pourquoi? Les experts ont dit pourquoi le Canada a refusé de signer. Il a refusé de signer parce qu'il en a contre la clause qui affirme que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination interne à l'intérieur du Canada. Cela leur donne un droit à l'autonomie gouvernementale. Or, il y a 600 bandes au Canada. Il y a entre 50 et 80 peuples autochtones au Canada et c'est extrêmement engageant si le Canada dit oui, nous acceptons que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. Ça veut dire que ils doivent s'engager dans l'application de la politique défendue par Dussault et Erasmus dans le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones. Ils ont préféré tabletter cet ouvrage-là plutôt que donner suite. Ils ont donné suite au Nunavut puis pour le peuple Nisga'a. Mais pour l'essentiel, le rapport est tabletté et on avance à pas de tortue dans la reconnaissance des peuples autochtones et on voulait pas tout d'un coup alimenter ces réclamations des peuples autochtones plus que centenaires en endossant leur droit officiel à l'autodétermination interne parce que là, on savait qu'on s'engageait sur une pente savonneuse. Le droit à l'autodétermination interne stipule pour tous les peuples, y compris pour les peuples autochtones, que ceux-ci ont le droit de se développer économiquement, socialement et culturellement à l'intérieur d'un État englobant, et ils ont le droit de déterminer leur statut politique à l'intérieur de cet État. Alors, ce droit-là, on ne veut pas le reconnaître formellement parce que ça nous oblige à accorder l'autonomie gouvernementale aux peuples autochtones. Genre de boîte de Pandore réserve beaucoup de surprises. Exact. Donc, on va passer maintenant à une pause de milieu d'entrevue. Nous sommes en entrevue avec Michel Seymour, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal depuis 1990. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de ses 2 derniers livres,
De la tolérance à la reconnaissance, une théorie libérale des droits collectifs, publiée en 2008 aux éditions Boréal, et son autre livre qu'il a dirigé, La reconnaissance dans tous ses états, publié en 2009 aux éditions Québec-Amérique. Restez avec nous tout de suite après la pause pour la suite de l'entrevue. Rebonjour, vous écoutez présentement les publications universitaires. Pour plus d'informations sur notre émission, consultez notre site internet publications avec un S, universitaire avec un S.qc.ca. Nous sommes en entrevue aujourd'hui avec Michel Seymour, qui est ici pour parler de ses 2 derniers livres. M. Seymour est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal depuis 1990. Il vient de publier un collectif aux éditions Québec-Amérique, La reconnaissance dans tous ses états, repenser les politiques de pluralisme culturel. Monsieur Seymour, pourquoi avoir publié ce livre chez Québec-Amérique? Bien là, il s'agit de rassembler un certain nombre de textes qui étaient à l'origine des communications dans un colloque que j'ai organisé en 2007. Ce colloque a des belles retombées puisqu'il y a 3 ouvrages qui vont être publiés, dont celui-ci, c'est le premier à paraître, La reconnaissance dans tous ses états. Et la plupart des auteurs du recueil étaient des conférenciers au colloque. Mais il y a aussi un numéro spécial de politique et société qui paraît en janvier, qui rassemble d'autres conférenciers du colloque, puis un ouvrage chez Palgrave Macmillan qui rassemble les communications faites en anglais au colloque. Alors, il y a trois choses qui sortent de ce colloque. Donc, la première raison, c'est de rendre permanente cette contribution de ces chercheurs lors de cet événement qui a eu lieu en 2007. Mais aussi, c'est une occasion de rassembler parmi les chercheurs les plus chevronnés, les plus importants au monde entier, et je ne m'exclus là ici, je pense par exemple à Rajiv Bhargava, à Tariq Modood et Michel Viviorca, qui sont reconnus internationalement pour leur réflexion sur le multiculturalisme et d'une manière générale, les politiques de pluralisme culturel. Alors je suis particulièrement fier de rassembler des gens de cette envergure dans un ouvrage qui appartient à la collection Débat chez Québec-Amérique. La collection Débat rassemble une 20aine d'ouvrages. C'est un petit peu une enclave théorique dans les publications Québec-Amérique qui, bien sûr, s'intéressent à la littérature et à des ouvrages pratiques et plein de choses merveilleuses. Mais voilà une collection consacrée à la recherche universitaire théorique en matière de diversité et de pluralisme culturel. Et c'était quoi votre contribution personnelle dans le collectif dont on parle en ce moment? Il s'agissait de justifier les raisons que l'on a de reconnaître les peuples. Parce que, de la même manière que le droit est parfois en retard sur la réalité, je dirais la philosophie est parfois en retard sur le droit. Alors, a fortiori, par rapport à la réalité. Et même si à l'échelle internationale et dans plusieurs sociétés, on reconnaît des droits collectifs, il y a plein de philosophes qui ont toutes les réticences du monde à reconnaître que les peuples peuvent avoir des droits collectifs. On mentionnait tantôt que l'État canadien est crispé face aux droits collectifs à l'autodétermination pour les peuples autochtones. Eh bien, cette crispation existe aussi chez les philosophes. Alors, en dépit du fait que la communauté internationale s'ouvre de plus en plus à reconnaître les droits collectifs des peuples autochtones et d'autres minorités nationales, il y a des théoriciens qui donnent des tonnes d'arguments pour rejeter les droits collectifs des peuples, et je me fais un malin plaisir de désamorcer toutes ces critiques dans ce texte. Monsieur Seymour, vous n'en parlez pas dans votre livre d'aujourd'hui. En fait, vous n'en parlez pas dans vos livres d'aujourd'hui, mais si on prenait le Québec dans la perspective d'un fédéralisme multinational, est-ce qu'on pourrait considérer la loi 101 comme un droit collectif? Tout à fait juste. La loi 101, c'est l'expression du droit collectif linguistique du peuple québécois de s'autodéterminer dans sa langue. Donc, quand on le comprend de cette façon, c'est assez extraordinaire à quel point ça change la perspective, notamment par rapport au jugement de la Cour suprême concernant la loi 104
du Québec qui vise à empêcher les écoles passerelles. Vous savez, les gens qui, par exemple, ils sont issus de l'immigration, ils envoient leurs enfants pendant 1 an en payant une grosse somme dans des écoles privées anglophones non subventionnées. Et l'année d'ensuite, ces enfants pouvaient être éligibles à des écoles anglaises publiques. La loi 104 du gouvernement du Québec a essayé d'empêcher ça et la Cour suprême a dit que c'était inacceptable, ce jugement-là. Sur la base de quoi? Eh bien, en disant que la légitimité de la loi 101, c'est pas... À mots couverts, ils ont dit que ce n'était pas un droit collectif. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la seule légitimité de la loi 101, c'est de protéger la survivance de la langue française. Si on peut s'assurer que cette survivance est garantie, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas de raison de brimer les libertés individuelles. Par conséquent, est-ce que 500 ou 1000 personnes par année qui entrent par ces écoles passerelles et qui s'intègrent à la minorité anglophone et envoient leurs enfants dans les écoles de langue anglaise, est-ce que ça remet en cause la survivance de la langue française? La Cour suprême a dit, peut-être pas. Alors donc, il faut faire attention avant d'empêcher les gens de faire ça. On peut autoriser sous certaines conditions les écoles passerelles, pourvu qu'elles ne servent pas simplement qu'à faire passer du monde dans la communauté anglophone. Mais ça, c'est parce qu'ils ont interprété la légitimité de la loi 101 comme étant fondée sur la question de la survivance de la langue française. Autrement dit, si la survivance de la langue française était assurée, il n'y aurait plus de légitimité à la loi 101. Mais quand la loi 101 est pensée comme un droit collectif, qu'il y ait danger ou non de la survivance de la langue française, il y a le droit collectif. Alors, c'est très différent de justifier la loi 101 sur une question de survivance qui est passagère, parce que si la survivance est assurée, la loi 101 n'a plus de légitimité, et la défendre sur la base de l'expression des droits collectifs. Alors, vous voyez une application concrète dans un débat actuel de l'idée de défendre des droits collectifs, le droit collectif de se donner la langue publique commune de son choix sur le territoire du Québec est la vraie raison derrière la loi 101. Et quand on la comprend comme ça, eh bien, on doit alors empêcher les écoles passerelles, peu importe comment elles réussissent à être des passoires. Et la Cour suprême a erré en interprétant mal la loi 101, en la réduisant à une question de survivance de la langue française plutôt qu'en la comprenant comme l'expression du droit collectif du Québec. Si on parlait un peu des accommodements raisonnables au Québec, est-ce que cet épisode vous a fait remettre en question ou repenser un peu le principe de reconnaissance? Oui, tout à fait. Et puis, je dois vous dire bien honnêtement que ma réflexion est en cours. Je suis loin d'être parvenu à me satisfaire des résultats de réflexion que j'ai inscrits dans mes ouvrages jusqu'à présent sur ce sujet-là. Mais je progresse. Et autant j'ai défendu mordicus depuis toujours les politiques de pluralisme culturel, la défense des droits collectifs pour les minorités, c'est au fond l'expression d'une politique de pluralisme culturel. Alors, si je défends les droits collectifs des peuples, tout à fait logiquement, je dois défendre des politiques de pluralisme culturel. Mais est-ce que je défends les politiques de multiculturalisme? Ça dépend. Est-ce que je défends la politique canadienne de multiculturalisme? J'ai apporté un certain nombre de critiques tantôt. Est-ce que je défends l'accommodement raisonnable? On peut soulever la question dans 1001 sujets particuliers. Et donc, c'est un sujet extraordinairement complexe. Mais je veux juste dire une chose. L'accommodement comme reconnaissance de la diversité n'a de sens que s'il y a une reconnaissance réciproque. Le concept hégélien de reconnaissance, le concept issu de Hegel sur la reconnaissance, pense celle-ci comme une chose qui est réciproque. X reconnaît Y et Y reconnaît X. Eh bien, le problème avec les enjeux entourant les accommodements raisonnables, c'est le fait qu'on pense seulement à l'ouverture de la majorité à l'égard de la minorité et on ne pense pas à la nécessaire reconnaissance de la minorité de la majorité. Alors, je crois que si, par exemple, on avait préconisé dans le rapport Taylor-Bouchard la mise en place d'une constitution interne au Québec,
avec des principes de laïcité, d'égalité homme-femme et de pluralisme culturel, mais de citoyenneté québécoise, puis du français langue de la citoyenneté, et du français langue de travail, et du français langue des CPE, et qu'on avait pensé cet ensemble de mesures et on les avait mis dans une constitution, donc pas simplement la Charte des droits et libertés, mais aussi la loi 101, on les avait constitutionnalisées dans une constitution interne au Québec, on aurait alors tenu compte de l'autre volet de la reconnaissance. Et là, il n'y aurait plus de problème à reconnaître la diversité des minorités, parce que les minorités reconnaîtraient la constitution interne du Québec. Je pense que dans votre livre, vous dites que la crise des accommodements raisonnables signifie avant tout une crise du multiculturalisme plutôt qu'une crise de la reconnaissance. Oui, ben c'est-à-dire, au fond, on peut dire que c'est la crise du multiculturalisme, ça veut dire que c'est la crise de la politique canadienne du multiculturalisme appliquée au Québec. Non pas qu'il n'y ait pas de problème à soulever à l'extérieur du Québec, au Canada. On a vu avec la loi sur la charia en Ontario à quel point il y a eu de la controverse autour de ça. Et donc, le Canada n'est pas à l'abri lui-même des difficultés de sa propre politique. Mais la politique de multiculturalisme appliquée au Québec, qu'est-ce que ça donne? Ça donne simplement une politique d'ouverture, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui donne le pendant à la politique de multiculturalisme et qui rend cela possible au Canada, c'est le fait qu'on a un État souverain, on a une langue internationale parlée par cet État, on a une loi de la citoyenneté. Le Québec n'a rien de ça. Il n'y a pas sa constitution interne, il n'y a pas de reconnaissance à l'intérieur du Canada. Le Canada applique sa loi de la citoyenneté sur le territoire du Québec et reconnaît par conséquent qu'un immigrant reçu peut devenir citoyen canadien, qu'il apprenne le français ou l'anglais et qu'il envoie alors son enfant à l'école de langue française ou de langue anglaise. Ça serait tout à fait compatible avec les politiques canadiennes. Ça s'applique pas au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'au Québec aussi, on ait une reconnaissance réciproque. Et, grosso modo, on recule un peu en arrière, mais en 2007, le Parti québécois a mis sur la table un projet de loi, 195, qui visait à instaurer une citoyenneté au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'avoir une citoyenneté au Québec? Bien sûr. Et non seulement ça, je défendrais aussi l'idée de son projet sur l'identité. Ça a été très controversé à l'époque quand le Parti québécois est arrivé avec cette histoire-là. Il y a eu une levée de bouclier. Ça y est, le PQ s'adéquise. Le PQ est en train de sombrer dans une crise identitaire et puis en train de ranimer des réflexes parfois racistes, islamophobes ou antisémites, comme ceux qu'on a parfois malheureusement entendus lors des audiences de la commission Bouchard-Taylor. Effectivement, il y a des propos là qui m'apparaissaient inacceptables, mais il y a toujours, dans l'idée d'une loi sur l'identité et sur la citoyenneté, les germes de la solution au problème. Parce qu'on ne résoudra pas le problème si on fait passer les inquiétudes qui s'expriment maladroitement de la part de la majorité en des perceptions erronées et sans qu'on prenne au sérieux le malaise identitaire qui est derrière ça. Dans le rapport Bouchard-Taylor, le malaise identitaire, on le reconnaît, mais on l'explique comme une perception erronée de la situation. Il y a un malaise, mais c'est parce que les gens ne voient pas exactement qu'est-ce qui est attendu d'eux en termes d'ouverture. Mais je pense qu'il y a un malaise politique au Québec. Il existait de tout temps. La question nationale québécoise, là, bien moi, je la vois à travers la crise des accommodements raisonnables. Le Québec qui hésite à aller vers la souveraineté, qui peut pas être reconnu dans le Canada parce que le fruit n'est pas mûr et le terreau n'est pas fertile, ben se demande où donner de la tête. Et là, il apparaît que les gens issus de l'immigration, mais pas seulement eux, il faut pas les stigmatiser, et c'est certainement pas de leur faute ce qui arrive, peuvent avoir tous les instruments à leur disposition, la Charte des droits et libertés, la politique canadienne de multiculturalisme, la loi canadienne de la citoyenneté. Ils peuvent réclamer leurs droits, ils peuvent réclamer des amendements et des accommodements raisonnables pour eux, mais le Québec, lui,
n'a pas les instruments permettant d'obtenir sa propre reconnaissance. Eh bien, c'est ça qui explique la réaction parfois malencontreuse de certaines personnes. Et moi, je suis ouvert et je comprends ça, même si je n'accepte pas les propos antisémites, islamophobes, bien évidemment. Je comprends que derrière ça, il y a un vrai malaise identitaire qui est rien d'autre, rien de nouveau, la question nationale québécoise. Et il faut répondre à ça. Et même si Bouchard-Taylor ne pouvait pas s'entendre sur la souveraineté, là, il pouvait peut-être s'entendre sur la constitution interne, puis je m'attendais à ça, puis j'ai été un petit peu déçu qu'il ne l'ait pas fait. Et le Québec, le Parti québécois, avec son projet de loi sur l'identité et son projet de créer une citoyenneté québécoise, répond à ce besoin identitaire des Québécois. Et en ce sens-là, je suis d'accord avec ça. Si on vous demandait de répondre à certains de vos collègues qui sont peut-être pas nécessairement d'accord avec vous, qu'est-ce que vous pensez du livre de Jacques Beauchemin à propos de la Société des identités? Dans son livre, Jacques Beauchemin dit que la dynamique de la reconnaissance engendre, d'une certaine façon, une fragmentation de la communauté politique et que ça accentue la judiciarisation des rapports sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Il y a deux choses là-dedans. J'en vais dire trois. La première, c'est que Jacques Beauchemin, je le connais bien, c'est un ami. Et ma foi, j'ai confiance qu'on puisse parvenir aisément à s'entendre, mais il faut faire attention. Peut-être qu'on peut avoir des désaccords puis rester amis malgré tout. La deuxième chose, c'est que il est vrai que quand on a une politique qui est à sens unique et qui est juste une politique d'ouverture puis une politique de multiculturalisme, donc on importe le texte de la loi sur le multiculturalisme canadien puis on l'applique au Québec, alors qu'on n'applique pas la souveraineté puis la force d'une langue avec une forte attraction qu'a le Canada, ben là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui marche pas. Et effectivement, alors on peut dénoncer la fragmentation, la ghettoisation qui découlerait de l'application de cette politique de multiculturalisme. Mais la position que je défends, ce n'est pas celle-là, c'est la position d'une reconnaissance réciproque. Et je pense que Jacques, qui défend la nécessité d'une république forte et unie, serait d'accord probablement avec une politique de la reconnaissance de la majorité à l'égard des minorités si celles-ci étaient obligées, elles aussi, de reconnaître le peuple dans lequel ils se trouvent. Donc, la reconnaissance de la diversité ne nuirait pas, dans ce cas-là, à l'existence d'un seul peuple québécois rassembleur et inclusif. Alors, la judiciarisation, c'est l'autre élément que je voulais soulever. Moi, là, c'est peut-être là qu'il y a une certaine source de désaccord parce que la solution que j'envisage pour tenir compte de l'affirmation identitaire du peuple québécois, je l'ai dit, c'est une constitution. Alors, on judiciarise une sorte de régime de droit individuel et collectif des peuples et des personnes. Et ça nous place dans un espace juridique qui, pourrait-on dire, judiciarise les rapports politiques. Mais, je pense que on est à l'ère de l'inscription dans les constitutions des chartes des droits et libertés. Alors, je pense qu'on peut pas reculer par rapport à ça. Et donc, j'ai tendance à dire, allons juste complétons le processus et ne faisons pas que inscrire les droits individuels, mais aussi les droits collectifs. Et ça engendrera un meilleur équilibre. Et en plus, la présence des droits collectifs dans une constitution, c'est au fond la présence du politique dans le juridique. Alors, ça crée un meilleur équilibre entre le juridique et le politique. Monsieur Seymour, je pense pas qu'on va avoir le temps pour une question supplémentaire à propos de vos livres. Pour ceux qui aimeraient en entendre davantage à propos des idées de Michel Seymour sur la reconnaissance, vous pourriez peut-être vous inscrire à un de ses cours de philosophie à l'Université de Montréal. Est-ce que vous donnez encore des cours au département de philosophie? Oui, bien que mes tâches au syndicat m'amènent à enseigner un peu moins. Mais pour l'année prochaine, je devrais être assez présent, oui. Monsieur Seymour est avec nous aujourd'hui pour parler de ses deux derniers livres, De la tolérance à la reconnaissance, une théorie libérale des droits collectifs, publié en 2008 aux éditions Boréal, et un collectif qu'il a dirigé aux éditions Québec-Amérique en 2009, La reconnaissance dans tous ses états, repenser les politiques de pluralisme culturel. Monsieur Seymour, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir.